Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 30. Moins il y en aura, mieux ce sera. Plus fort que l'Eurovision de la chanson, voici le Monaco Vision du bruit. Quel quartier de Monaco sera le grand gagnant de la battle des immeubles lancée par Monaco Info? Hier soir à 20h, c'est le Jardin Exotique qui a ouvert les hostilités. Vous allez entrer en compétition avec les quartiers de Monaco. Alors soyez prêts à être le quartier du Jardin Exotique. Faites du Voilà, ça commence fort. Merci aux Ligures, au Patio Palace et à l'Escorial d'avoir joué le jeu. La Tour d'Éon et le Château Périgord feront-ils plus de bruit ce soir pour encourager tous les héros en première ligne face au Covid? Nous y serons avec Ferxel au micro et Erwan au drone. C'est l'information du jour. La première phase de la distribution générale de masques débutera demain. Combien la principauté a-t-elle de masques? Qui en aura? Quand? Comment? Pourquoi? Combien? Le ministre de la Santé, Didier Gamerdinger, sera notre invité. Nous évoquerons également avec lui la campagne de tests à venir et puis le tracking via les téléphones portables. Est-ce une option à Monaco? Avant cela, nous serons en duplex avec une infirmière, Emmanuelle Dufour, pour voir comment cela se passe sur le terrain. Mais tout de suite, le point info avec vous, Émilie Rousseau. Bonsoir Yann Anthony. Le prince Albert II s'est rendu au centre d'appel Covid-19. Il est allé à la rencontre des équipes sur place qui répondent 7 jours sur 7 aux appels des Monégasques, des résidents et des salariés. Ces équipes sont composées de personnel de la direction de l'action sanitaire, épaulées par des secouristes de la Croix-Rouge monégasque et un médecin superviseur. La cellule a été renforcée il y a quelques semaines par une écoute psychologique pour accompagner moralement les personnes qui vivent moins bien les règles de confinement. Un numéro pour joindre ce centre d'appel, le 92 05 55 00. Unité et solidarité demeurent plus que jamais nécessaires face à cette crise sanitaire. L'AS Monaco, via son programme AS Monaqueur, a lancé une collecte de dons en ligne en faveur de la Croix-Rouge monégasque. Le club de la Principauté a déjà fait un don initial de 50 000 €. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions de la CRM, aussi bien en Principauté et sur la région qu'au niveau international. Pour participer, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Solidaires également, les joueurs de la Roca Team qui ont tenu à témoigner de leur soutien envers le personnel soignant. Bonjour, c'est Paul Lacombe de l'AS Monaco Basket. Au nom de toute l'équipe, de tout le staff et de tout le club, je souhaite vous remercier du fond du cœur, vous le personnel soignant de l'hôpital Princesse Grace, pour tout ce que vous faites depuis le début de cette crise sanitaire. Les vrais héros, c'est vous. Vous êtes nos MVP. Alors je sais que c'est pas grand-chose, mais j'espère que ces quelques mots vous apporteront le soutien et vous donneront de la force. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. L'AS Monaco Basket a d'ailleurs appris que le championnat de Jeep Elite ne reprendrait pas avant septembre. Le comité directeur de la Ligue nationale de basket poursuit sa réflexion sur la fin de la saison. Plusieurs hypothèses sont évoquées en concertation avec les clubs, tels que l'arrêt définitif de la saison ou sa reprise en septembre. Concernant l'Eurocup, une décision sera prise entre la mi-mai et la fin mai. Merci Émilie. Et on compte également sur vous dans le quartier de la Nonciade, Émilie, ce soir pour la battle des immeubles. Nous allons à présent parler de l'un des plus beaux métiers du monde, ou en tout cas l'un des plus utiles. Nous rejoignons la vice-présidente de l'Association des infirmières de Monaco. Bonsoir Emmanuelle Dufour. Bonsoir Yann Anthony. Alors vous êtes infirmière, vous, en ville. Juste par curiosité, il y a combien d'infirmières au total à Monaco ? Alors, pour vous donner quelques chiffres, on est à 1000 infirmières environ à Monaco, donc très bien dotées. 1000 infirmières à Monaco ? 6 infirmiers pour 1000 contre 1,8 pour 1000 habitants sur l'échelle planétaire. On entend beaucoup parler d'une pénurie d'infirmières dans le monde d'infirmiers. Là, à Monaco, ce n'est pas le cas. Ah, pas du tout, non. À l'échelle planétaire, la pénurie actuelle, elle est de 6 millions d'infirmières. Et dans 10 ans, on sera à peu près à 9 millions de pénuries selon l'OMS. En quoi consiste votre journée en ce moment, Emmanuelle Dufour, en tant qu'infirmière en ville ? C'est beaucoup plus léger en termes de charge de travail. Il y a une diminution d'activité du fait que les chirurgiens ont annulé leurs interventions programmées ou non essentielles.
La population qui avait suffisamment d'autonomie ou un entourage a préféré se restreindre et annuler les soins pour se protéger. Mais pourtant, vous avez tout l'équipement, donc vous ne représentez pas un danger en termes de contamination, j'imagine, pour les patients classiques hors Covid. Non, mais je pense que la population suit les recommandations qui émanent du gouvernement, c'est-à-dire de rester chez soi, de limiter les contacts sociaux et on en fait partie également. Est-ce qu'il y a eu une réorganisation du corps des infirmières et infirmiers dans le cadre de cette crise ? Alors oui, il y a eu une redistribution des forces, notamment pour les infirmiers du centre médico-sportif, puisque ce centre a été fermé et il a été dédié au prélèvement PCR à domicile. PCR, ce sont les tests diagnostiques, ce sont des analyses qui recherchent le virus. C'est le coton-tige, le test nasopharyngé dont on vous a déjà parlé. Concernant les visites à domicile, parce que finalement on s'aperçoit que l'hôpital, le CHPG, c'est surtout pour les patients atteints avec des symptômes très forts, la réanimation, etc. Mais le gros des patients, c'est plutôt vous qui vous en occupez. Pour le suivi à domicile des personnes qui ont été testées positives, ce ne sont pas les infirmières de ville à proprement dite qui font le suivi. C'est le call center qui a été mis en place et c'est la Croix-Rouge monégasque qui a mis à disposition un binôme infirmier-secouriste bénévole et à la demande des médecins qui suivent toute cette cohorte de patients à domicile, ce binôme est envoyé dans le cas où il y aurait une surveillance plus approfondie à faire. D'accord. Et vous, en l'occurrence, est-ce que vous faites des visites à domicile ? Moi, je fais partie de ce binôme infirmier-secouriste et bien sûr, ça nous arrive de nous déplacer pour faire cette surveillance ou assister le médecin pour une visioconférence téléconsultation. En quoi ça consiste quand vous faites une visite comme ça à domicile auprès d'un patient atteint du Covid-19 ? Alors, il y a toute une procédure à respecter, c'est-à-dire que le binôme a un rôle bien établi. Il y en a un qui reste à l'extérieur en soutien, en fait, et un autre qui pénètre le domicile. Tout ça pour vraiment limiter les risques de contamination. Et donc, la personne qui rentre à domicile effectue la surveillance clinique du patient avec une fréquence respiratoire, une prise de saturation en oxygène et une tension si cela est nécessaire, la température, ce genre de choses. Dans quel état d'esprit sont-ils, les patients que vous voyez ? Jusqu'à présent, je trouve qu'ils sont très calmes parce qu'ils sont vraiment bien suivis téléphoniquement. Tous les jours, ils reçoivent un coup de téléphone et ils peuvent également appeler s'ils en ont besoin. Ça doit les réconforter, ça doit leur faire du bien quand ils vous voient. Ah oui, bien sûr, ils sont heureux de nous voir, c'est évident. Parce que c'est la solitude finalement aujourd'hui qui est la plus difficile à vivre. Les infirmiers et les infirmières vont jouer un rôle important, j'imagine, dans la phase de déconfinement. Parce que vous parliez des tests diagnostiques, les tests PCR, mais il va y avoir les tests sérologiques pour voir si les gens sont immunisés. Absolument. Donc les infirmiers auront la possibilité très prochainement, quand les tests seront disponibles, de se rendre au domicile des patients pour pouvoir effectuer ce test qui est très simple avec un résultat très rapide. Donc j'imagine qu'on va avoir un grand rôle là-dedans, sachant que nous n'avons pas encore eu toutes les informations par rapport à la suite. Toute dernière question, Emmanuel Dufour, et là je m'adresse plus à la femme, à la personne. Ça vous fait plaisir d'entendre les gens sur leur balcon applaudir, crier à 20h pour saluer le travail des héros du quotidien face à cette crise ? Ah oui, c'est très très touchant. C'est émotionnellement, je me retrouvais il n'y a pas plus tard que 2 jours dans la rue. Au même moment, je rentrais du travail et j'ai eu
une grande sensation physique d'un élan de solidarité et c'est très porteur en effet. Merci beaucoup Emmanuelle Dufour d'avoir été avec nous et merci pour tout ce que vous faites, vous ainsi que les 999 autres infirmières et infirmiers de la Principauté. Merci à vous. C'est parti pour les infos pratiques avec Émilie Rousseau. Tous les moyens sont bons, Yann Anthony, pour s'occuper en cette période de confinement. Nous avons repéré pour vous plusieurs façons de se divertir, à commencer par l'application qui figure en tête des téléchargements depuis plusieurs jours. Elle s'appelle Plateau et propose un très large éventail de jeux comme les échecs, une sorte de Uno ou le mythique Scrabble. Le petit plus, la messagerie instantanée pour garder le contact ou chambrer gentiment son adversaire. L'inscription est simple. Pas besoin d'adresse mail et les créateurs de Plateau mettent régulièrement à jour la liste des jeux proposés. Les galeries d'art ont fermé leurs portes depuis plus d'un mois maintenant. Eh bien, l'artiste Patrick Moya a trouvé la parade. L'atelier Franck Michel a reproduit virtuellement à l'identique sa galerie pour découvrir le monde virtuel de l'artiste niçois. Rien de surprenant lorsque l'on connaît l'univers de Patrick Moya, spécialiste de l'art numérique. L'exposition virtuelle Moya reste à la maison est à découvrir sur Second Life et sur la page Facebook de l'atelier Franck Michel. Ce confinement est l'occasion de découvrir les talents de Monaco. Nous vous parlions dernièrement du coup de crayon de Lola Chat et de ses propositions de coloriage. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Lil Spady. Ce jeune compositeur-interprète monégasque de 18 ans compte plus de 11 000 abonnés sur Instagram. Son style, le rap et le R&B, à écouter sur les différentes plateformes Deezer, Spotify ou Apple Music. Merci Émilie. Nous allons à présent faire un point aussi complet que possible sur les grands sujets du moment, les masques et les tests, avec celui qui en a la charge. Direction le ministère d'État où nous rejoignons le conseiller ministre des Affaires sociales et, ce qui nous intéresse ce soir, de la santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir. Alors, a priori, vous êtes là pour nous annoncer une bonne nouvelle, vous avez beaucoup de masques. Alors oui, on a eu du mal, il faut le reconnaître, mais nous avons enfin réussi à obtenir des masques. Pendant plusieurs semaines, nous sommes allés en chercher des petites quantités, 10 000, 50 000, et là nous avons des arrivages conséquents que nous avions commandés depuis bien longtemps et qui enfin arrivent en Principauté de Monaco. Bien longtemps, ça veut dire ? Ça veut dire il y a 4 semaines. Il y a 4 semaines et même plus, puisque quand nous avons cherché à obtenir des masques, la difficulté c'est que les Chinois chez qui nous voulions nous approvisionner avaient interdit les exportations pour réserver les masques pour eux. Nous nous sommes ensuite tournés vers les producteurs français et à cette époque la République a préempté tous les masques qui étaient fabriqués sur son territoire. Et puis nous avons cherché des masques au Mexique, en Turquie, en Pologne et les frontières se formaient au fur et à mesure. Et donc extrêmement difficile, mais nous avons maintenant des filières d'approvisionnement qui sont sécurisées et qui nous permettent enfin de recevoir des masques, alors qu'ils posent un peu en France, beaucoup en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Et nous envoyons des convois sécurisés, c'est-à-dire escortés par la police de Monaco, pour ramener ces masques en Principauté. On parle de combien de masques ? Aujourd'hui, la Principauté dispose d'un stock stratégique. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire de combien de masques on dispose ? Oui, bien sûr. Nous avons à ce jour 2 300 000 masques ici en Principauté de Monaco, dans un stock sécurisé par la force publique. C'est des masques dits chirurgicaux. Et nous avons 235 000 masques FFP2. Avec ça, on peut tenir combien de temps ? On peut tenir plusieurs semaines. Ce qu'il faut considérer, c'est que si nous devons servir la population de la Principauté de Monaco, en donnant 2 masques par jour, ainsi que la population de salariés qui vient en Principauté de Monaco, 2 masques par jour également, théoriquement, nous devrions distribuer 2,5 millions à 3 millions de masques par mois. Et donc on voit bien que par rapport au stock que nous avons constitué, nous allons être en situation de tension. D'où l'idée de travailler sur l'approvisionnement en masques tissus, puisque ça fonctionne très très bien. Ces masques tissus ont l'avantage d'être remis 2 masques par personne à nos résidents. Ce sont des masques qui sont réutilisables, on les lave le soir. Et à partir du moment où nous aurons donné 2 masques à chaque résident, pendant 1 mois, parce qu'on considère que la durée de vie d'un masque tissu, c'est 1 mois, pendant 1 mois, le résident a son équipement nécessaire. C'est très clair. La distribution élargie, parce que là, vous avez été vraiment dans une logique de gestion des masques.
Ce qui est clair, c'est que le CHPG, de manière générale, le personnel soignant de la Principauté n'a jamais manqué de masques. Mais le ministre d'État, ici même dans cette émission, parlait de cercles concentriques pour expliquer la distribution des masques. Mais c'était vraiment le noyau qui recevait au départ. Alors c'est exactement l'idée, c'est-à-dire que nous avons toujours veillé à approvisionner nos acteurs de santé d'établissements de soins, l'hôpital par exemple, ou les structures de santé de ville, le centre cardio-thoracique et l'IM2S, mais aussi les acteurs de santé de ville, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, approvisionner aussi bien entendu les assistantes à domicile des personnes âgées, approvisionner les pompiers, approvisionner les ambulanciers. Donc ça a été fait de façon constante. Depuis que nous avons reçu les premiers masques, en complément, nous avons été en mesure de livrer des protections, donc des masques, vous l'avez vu, donc, aux personnes qui travaillent dans les grandes surfaces, dans les commerces alimentaires, au marché de la Condamine, aux sociétés de sécurité privée, aux gardiens d'immeubles, par exemple. L'idée, c'est vraiment que nous mettions les masques à disposition des personnes qui en ont besoin, et plus nous recevons de masques, plus nous sommes en mesure d'approvisionner la population. Qu'est-ce qui va changer, Didier Gamerdinger, à partir de demain dans la distribution ? Alors, ce qui va changer, c'est le fait que nous avons maintenant les stocks suffisants pour pouvoir distribuer les masques. C'est-à-dire à la fois rassurer les personnes. Est-ce que moi, demain, j'en reçois un ? Alors, vous allez en recevoir, peut-être pas demain, mais après-demain, parce que vous avez la chance d'être plus jeune. Puisque l'idée, c'est de commencer à livrer des masques aux personnes qui sont les plus fragiles. Et les personnes les plus fragiles, nous le savons, ce sont les personnes qui sont âgées, donc âgées à Monaco depuis 65 ans. Donc dès demain, la distribution commence en masques tissus aux personnes résidant en Principauté de Monaco, âgées de plus de 65 ans. 2 masques par personne. La distribution, elle s'opère comment ? Alors la distribution va s'opérer par la mairie de Monaco. La mairie de Monaco, qui a déjà le contact avec les personnes âgées, va amplifier ces contacts, va servir les personnes âgées à qui elle distribue déjà les repas à domicile. Et pour celles qui ne font pas l'objet d'une distribution de repas à domicile, la mairie de Monaco a composé des équipes qui vont aller au domicile de nos aînés pour leur remettre les masques. Et les moins de 65 ans ensuite, alors comment ça se passe ? Alors, les moins de 65 ans seront servis dans la foulée. L'idée, c'est que plus nous avons de masques en tissu, plus nous serons en mesure d'approvisionner nos résidents de ces masques. Et de quelle manière ? Toujours livraison à domicile ou... Alors, la livraison à domicile est privilégiée pour les personnes âgées parce qu'on a pensé que c'était la meilleure façon de procéder. Pour donner un ordre d'idée, les personnes de plus de 65 ans constituent à Monaco environ 10 000 personnes. Pour les autres personnes, l'idée qui est privilégiée par le département de l'Intérieur qui s'occupe de la logistique de distribution des masques, c'est de remettre ces derniers plutôt par voie postale. On nous expliquait, les professionnels de santé nous expliquaient quand on n'avait pas assez de masques, que les masques, c'était pas très utile et que c'était finalement, on pouvait faire sans, d'autant que si on ne sait pas les utiliser, on risque de se mettre nous-mêmes des microbes ou le virus avec nos doigts sur le masque. Et or maintenant qu'il y a suffisamment de masques, j'ai l'impression qu'il faut absolument en porter. Alors, il y a 2 éléments. D'une part, sur la technique de port du masque, nous allons joindre aux éléments que nous allons diffuser, donc aux masques en tissu, une petite notice d'utilisation. Et puis, nous travaillons aussi sur un petit tutoriel qui va passer sur Monaco Information pour que les personnes portent le masque comme il faut. Parce que porter un masque dans des conditions qui ne conviennent pas, ça n'est pas une protection suffisante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand nous étions en tension sur la filière d'approvisionnement des masques, nous avons privilégié, on vient d'en parler, la filière santé. Et puis quand nous avons reçu quelques masques en plus, nous avons approvisionné d'autres catégories de personnes. Et maintenant que nous recevons du matériel, évidemment, ces stocks de masques ne sont pas constitués pour les garder pour nous, mais au contraire pour les mettre largement à disposition du plus grand nombre. Et donc ça répond, si vous voulez, à la perspective de sortie du confinement. Le confinement, c'est je reste chez moi, je me protège et je protège les autres. À un moment donné, on va lever le confinement. Le masque, c'est une sorte de confinement individuel. C'est-à-dire que je sors dans la rue, mais je suis protégé et je protège les autres. Donc ça va dans la logique de la levée progressive du déconfinement. Si vous regardez ce qui est évoqué au niveau international par la plupart des pays qui nous entourent, c'est pour lever le confinement, il faut 1. Des masques, 2. Des tests, et on va en parler,
Et 3, sans doute, des logiciels dits de traçage qui permettent de suivre les évolutions des personnes et notamment de pouvoir être informés en cas de déclenchement de la maladie. Si je vous écoute, Didier Gamerdinger, est-ce que demain, le début de la distribution en masse de masques, ça correspond avec le début du déconfinement ? Alors le déconfinement, ce n'est pas pour demain, puisque vous savez que le gouvernement avait annoncé une fin du confinement en Principauté de Monaco au début du mois de mai. En revanche, ce qu'il faut bien percevoir, c'est qu'il nous faut du temps pour faire passer les masques à la fois à nos résidents et à nos salariés. Et ce n'est pas la veille du déconfinement qu'il faudra que nous réfléchissions à la façon dont nous devrons procéder. Donc nous préparons maintenant le déconfinement et dans le même temps, nous remettons dès à présent à nos aînés qui sont plus fragiles un masque, c'est qui va les sécuriser quand ces derniers voudront sortir, par exemple, pour aller faire de courses, comme ils le font aujourd'hui. Petite question pratique, ils sont gratuits ou ils sont payants, ces masques ? Alors, les masques seront totalement gratuits pour la population résidant en Principauté de Monaco, distribution par le gouvernement. Et puis, en concertation avec les opérateurs économiques de la Principauté, nous réfléchissons à protéger aussi les salariés. Pour les salariés, l'idée c'est que ce soit les branches d'activité économique qui nous fassent remonter les demandes des différentes entreprises, sachant que ces masques seront mis à disposition à prix coûtant. Le fait de mettre le masque à prix coûtant, ça responsabilise chaque opérateur économique et chaque utilisateur pour éviter des gaspillages. Est-ce qu'il pourrait être rendu obligatoire à un stade du déconfinement ? Alors, à ce stade des réflexions, le point impératif, c'est de considérer que le port du masque est très fortement recommandé. Très fortement recommandé. Parce que c'est une façon de se protéger soi-même. Et ce qu'on voit, c'est que dès aujourd'hui, certaines personnes les portent spontanément. Donc le gouvernement n'a pas de raison de considérer qu'il y aurait un refus de port de ce masque. Mais le masque, alors attendez, parce que vraiment, et pourtant je fais cette émission depuis 30 jours maintenant, je crois. Oui. Mais alors moi j'avais compris que le masque, c'était surtout pour éviter les projections, donc c'était plutôt pour protéger les autres autour de nous, pas pour se protéger soi-même. Alors après, je sais, Didier Gamerdinger, vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes ministre de la Santé. Donc vous, votre compréhension, c'est quoi ? C'est que ça marche dans les deux sens. Le premier sens, c'est celui que vous évoquez, c'est évidemment, j'évite de contaminer mes proches, donc ça c'est un point important. Puis le deuxième point, c'est que je subis moins de projections. Et puis si mon interlocuteur qui est en face de moi, un peu à distance, porte lui-même un masque, forcément il ne projettera pas sur moi. Donc on voit bien que cette nécessité que mutuellement ou tous ensemble nous portions un masque, c'est un des points impératifs, une des constantes de la levée du confinement. Le souverain nous avait dit dans cette émission que la principauté avait procédé à des commandes massives de tests sérologiques, des tests attendus pour la mi-avril. Est-ce que vous les avez reçus et en nombre ? Alors, nous avons reçu 1000 tests qui sont un don qui a été fait à la Principauté de Monaco et nous les faisons expertiser parce que nous voulons vérifier que les marquages soient conformes à ce que nous attendons. Vous savez que certains États, notamment l'Espagne, ont eu des déconvenues parce que les tests utilisés ne répondaient pas à leurs impératifs et les Espagnols ont par exemple rappelé 36 000 tests qui ne convenaient pas. Et les Espagnols ont été confrontés à des difficultés parce que ces tests qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils en attendaient ont donné une fausse sécurité et par conséquent ont généré un accroissement de l'épidémie. Donc nous ne voulons que des tests qui soient fiables. Il y a environ 18 000 morts en Espagne et c'est en raison notamment peut-être de mesures prématurées et d'un manque de fiabilité des tests. Alors les Espagnols eux-mêmes ont indiqué qu'ils s'étaient appuyés sur les tests sérologiques dont certains n'étaient pas fiables, ce qui a généré cette poussée épidémique et ce qui explique le retrait de certains lots de tests. Donc pour continuer par rapport à votre question, nous avons 30 000 tests qui sont assemblés en Allemagne, qui ont fait l'objet d'une certification reçue hier en Principauté de Monaco et que nous examinons, qui sont en train de descendre en ce moment même vers la Principauté de Monaco et que nous attendons en début de semaine prochaine. Si ces tests sont fiables, nous recommandons 20 000 tests allemands. Et dans le même temps, il faut savoir que nous avons commandé directement en Chine 30 000 tests. Mais ça veut dire que vous allez tester tout le monde ? Ça veut dire que nous allons massivement tester. C'est une des stratégies de la sortie du confinement, c'est porter un masque, tester les personnes et suivre l'évolution de l'épidémie dans la population. Donc vous allez tester les personnes symptomatiques ou bien vraiment tout le monde ?
Alors l'idée, c'est de tester prioritairement les personnes symptomatiques, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'il faut qu'on puisse renseigner la population, indiquer quel est l'état sérologique de nos résidents et de nos salariés. Et donc il faut disposer d'une quantité très importante de tests pour pouvoir pratiquer le test sur une personne, et puis le cas échéant, retester cette personne à plusieurs semaines d'intervalle. Donc, on est d'accord que ces tests sérologiques, ce sont donc des analyses sanguines. On se fait une piqûre sur le doigt, c'est avec une petite gouttelette de sang. Et ça, c'est pour savoir si quelqu'un a déjà contracté le virus par le passé et donc si la personne est immunisée. Et donc, une fois qu'on a passé ce test, si on est immunisé, ça veut dire qu'on peut aller gambader gaiement ? Alors, a priori, les avis scientifiques sont partagés. La majorité des médecins considèrent que si vous avez contracté la maladie, si votre système immunitaire s'est développé, si vous avez développé les anticorps, vous êtes immunisé contre la maladie. Et donc, ça veut dire que dans une phase de déconfinement, les gens qui seront immunisés, ils pourront vaquer à leurs occupations. Les personnes déjà seront rassurées en sachant qu'elles ont croisé la maladie en étant éventuellement asymptomatiques. Et puis ça nous permettra aussi de suivre les personnes qui n'ont pas encore croisé la maladie pour qu'à intervalles réguliers, on puisse regarder ce qu'il en est de leur situation. Didier Gamerdinger, on est dans une logique d'alignement par rapport aux mesures françaises ou est-ce que vous-même vous vous inspirez de ce qui se fait de bien ou de pas bien dans d'autres pays ? Je pense par exemple au tracking, donc c'est le traçage des gens, surtout les personnes infectées par le virus, à travers leur téléphone portable. C'est utilisé en Corée du Sud par exemple ou encore à Singapour. Est-ce que vous travaillez sur cette piste ? Alors bien sûr, nous regardons ce qu'il en est des expériences réussies ailleurs. Donc pour répondre à votre question sur le système de traçage, nous regardons ce qui se fait à Singapour où c'est une expérience qui fonctionne assez bien. Nous regardons aussi beaucoup de l'Allemagne, puisque les Allemands réussissent à bien contenir leur épidémie. Et puis, vous avez vu qu'il y a une annonce récente selon laquelle Google et Apple unissaient leurs efforts pour proposer un logiciel grand public de traçage. Et la France elle-même est en train de réfléchir à un dispositif qui lui serait propre. Et on voit bien qu'en Principauté de Monaco, il faut qu'on ait une vision qui soit à la fois intelligente. Nous sommes proches de nos voisins italiens, nos voisins français, et dans le même temps qu'on regarde ce qui fonctionne bien en Europe ou ailleurs. Quel est le principe ? Est-ce que vous pouvez le rappeler ? Par exemple, je crois que si vous regardez le modèle singapourien, à Singapour, quand une personne est identifiée comme porteuse du virus, ça lance une alerte à toutes les autres personnes qui ont été en contact avec cette personne pour qu'elles puissent se confiner ou se mettre en quarantaine, c'est ça ? Oui, c'est exactement le principe. Alors, l'idée, c'est que je charge volontairement cette application, donc il n'y a pas d'impératif de la charger, mais une recommandation. Deuxièmement, il faut que j'active le système Bluetooth de mon téléphone, et donc mon téléphone va enregistrer tous les téléphones dont je suis à proximité, c'est-à-dire 1,50 m environ, tout au long de mes déplacements. Si à un moment donné j'ai des symptômes ou si je suis testé positif, je vais volontairement rentrer le fait que je suis positif. Et c'est le système informatique du téléphone lui-même qui va informer l'ensemble des personnes que j'ai côtoyées au cours des 14 derniers jours sur le fait que je suis positif et qu'il serait par conséquent prudent qu'elles se fassent tester. C'est en quelque sorte, si vous voulez, une enquête épidémiologique, comme on l'a fait ici à Monaco lorsqu'il y a eu les premiers cas. On faisait une enquête comme une enquête de police pour savoir où était allée la personne concernée, qui elle avait fréquenté, pour prévenir les cas contacts. C'est la même chose, mais c'est beaucoup plus rapide et à beaucoup plus grande échelle. Alors évidemment, il faut que ça reste éthique. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà évoqué ce sujet avec le président de la commission de contrôle des informations nominatives de Monaco pour l'associer à la réflexion et il le sera jusqu'au bout. Quelle est la différence ? Finalement, il y a le système Big Brother qui regarde tout le monde, ça c'est la géolocalisation. Oui. Et vous avez mentionné cette technologie, le Bluetooth, qui veut dire qu'en gros, là, c'est notre téléphone qui se raccroche aux autres téléphones, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est mon téléphone qui va être en relation avec mes téléphones voisins tout au long de mes déplacements et qui rétroactivement va prévenir les téléphones voisins du fait que j'ai été positif et que par conséquent, il faut que les porteurs des téléphones voisins se fassent tester. Donc c'est vraiment une démarche volontaire, c'est une démarche de santé publique qui ne suit absolument pas les déplacements de la population. Merci beaucoup Didier Gamerdinger. Ça a été très clair. Nous avons pu évoquer 3 questions sensibles, les masques, les tests et le tracking. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Vous êtes déjà plus de 1900 à former le réseau Malizia sur Facebook. La résistance est en place. Voici le best-of de vos posts.
Voilà mon mari qui a décidé de s'attaquer au Mont Ventoux. La battle, quel quartier de Monaco fera le plus de bruit en hommage aux héros de cette crise? Ce jeudi soir à 20h, nous serons dans le quartier de l'Annonciade pour vous filmer. Attention, la Tour Odéon, aussi bien les domaines que les privés, et le Château Périgord. Préparez vos chants, vos cris, vos encouragements, vos applaudissements, vos drapeaux aussi, vos bannières avec vos messages. Ferez-vous mieux que le jardin exotique? Tous les héros qui sauvent des vies comptent sur vous. Vendredi soir, toujours à 20h, nous serons à Fontvieille, du côté du Magellan. Monaco face au Covid-19, vous l'avez compris, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h, tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info. Mesdames et messieurs du Jardin Exotique, bonsoir à tous et bienvenue à la première édition de la bataille des immeubles. Et j'espère que vous êtes tous prêts ce soir à faire du bruit. Alors on veut tous vous voir dans les balcons, tous vous voir prêts à crier et applaudir bien fort les soignants et encourager évidemment tous ceux qui se battent contre cette épidémie. Alors on compte sur vous. On veut tous vous entendre ce soir, c'est le soir. Vous allez entrer en compétition avec les quartiers de Monaco. Alors soyez prêts à être le quartier du Jardin Exotique qui fait le plus de bruit. Et on fait du bruit encore plus fort. Il est 20h. C'est la première bataille des balcons. La bataille des balcons organisée pour l'émission Covid-19 de Monaco Info. Allez, le Patio Palace, c'est à vous, on fait du bruit pour le trône. Faites du bruit plus fort. Du bruit à l'escalier plus fort.